Vous êtes sur Média 1, ravi de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant d'Internet, nous allons faire un focus en première partie avec mes invités sur les réseaux sociaux, en l'occurrence cette thématique, ce thème, cette appellation qui a pris une ampleur assez intéressante sur les réseaux sociaux. Il s'agit évidemment de l'expression femme battante. Qu'en est-il réellement? Qui est femme battante et qui ne l'est pas? Quels sont les critères aujourd'hui pour désigner une femme battante? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons entrer dans les organisations des jeunes. Ces organisations également qui pullulent à travers le continent. Mais qu'en est-il réellement? Quels sont, on va dire, l'engagement de ces jeunes dans ces organisations? Est-ce que ces organisations aujourd'hui sont fiables? Comment rendre possible et viable ces organisations de jeunes? Autant de questions pour meubler notre deuxième et dernière thématique dans Génération News. Mes invités sont là aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit évidemment d'un habitué de ce plateau de Génération News, Renold Dan. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, bonjour à vous Régis, bonjour à nos très chères auditrices et auditeurs. Et également de nouveau sur ce plateau Génération News, il s'agit de notre ami Shalom. Vous êtes étudiant en management des affaires. Merci d'avoir répondu à l'invitation lancée par Média. Merci à vous aussi et bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Également, on salue nos téléspectateurs également, les amis, parce que oui, c'est diffusé également à la télé. Nous avons sur ce plateau la seule femme de Génération News, aujourd'hui en tout cas en ce qui concerne cette émission, Dolette. Vous êtes étudiante en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir. Plaisir partagé les amis de vous avoir sur ce plateau de Génération News. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit dans mon introduction, c'est une expression qu'on retrouve un peu beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a pris en fait, on va dire, une forme d'influence aujourd'hui, parce que oui, les influenceurs supposés, parce qu'il faut le mettre entre guillemets, utilisent beaucoup cette expression de femme battante. Mais qu'en est-il sur le continent, le nôtre en l'occurrence l'Afrique? On en parle, mais avant je vais démarrer par toi, ma chère Dolette. Tu es la seule femme évidemment de ce plateau, donc concernée direct par la thématique. Qu'est-ce qu'on entend par femme battante selon toi, et qui l'est et qui ne l'est pas? D'accord. Une femme battante, c'est une femme qui est déterminée à accomplir tout ce dont elle rêve, qui n'a pas peur des critiques, qui est confiante. Donc, elle doit avoir la confiance en soi. Une femme battante, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui se donne les moyens pour accomplir ses objectifs. Et donc, nous sommes dans le cadre en Afrique. Moi, je dirais qu'une femme battante n'est pas forcément celle qui grimpe, qui a réussi à grimper en haut de l'échéance hiérarchique d'une entreprise. D'accord. Donc, c'est une femme qui est dévouée, on peut dire ça, qui est remplie de dévouement, qui manifeste un zèle au service de sa famille ou bien d'une cause. D'accord. Est-ce que toi, tu te définis comme telle? Est-ce que tu te vois comme une femme battante au vu de ce que tu viens de définir, de nous dire? Effectivement, je dirais que je suis une femme battante parce que je sais ce que je veux et il faut d'abord savoir qui tu es. D'accord. Et donc, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux devenir et je me donne des moyens. D'accord. En fait, en gros, c'est savoir qui on est, où on va et d'où on vient, et se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. C'est au moins ta définition de femme battante. Exactement. Alors, Renold Dan, on a fait également un constat, je l'ai dit, en parlant des réseaux sociaux, c'est que en fait, cette expression est devenue un mème sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça a été repris à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, Instagram, Facebook, j'en passe. Pourquoi autant de buzz autour de cette expression-là? Et on a fait un constat, on a l'impression que sur le continent, cette expression ou cette appellation de femme battante a plutôt une connotation péjorative. Pourquoi? Oui, l'expression femme battante en Afrique a une expression, je dirais, une connotation assez péjorative, du simple fait que les femmes là qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous font
la publicité de leurs biens matériels, de leur trait de vie, etc., ne nous montre pas en quelque sorte comment est-ce qu'elles ont fait pour pouvoir arriver à obtenir tout cela. Parce qu'avant d'arriver là où elles sont, elles quittent, c'est-à-dire elles ont des familles, elles ont des proches qui ont eu à les courtoyer dans leur cours de vie et qui quelquefois n'arrivent pas non plus à déterminer de quelle manière ces filles-là, oui, ces dames, pardon, ont pu faire pour acquérir tout ce dont elles en disposent aujourd'hui. D'où, quelquefois, il est nécessaire de notre part de nous inquiéter et d'avoir un aperçu aussi assez péjoratif à l'égard de ces femmes-là, pour se demander, mais comment est-ce qu'elles ont fait pour obtenir tout ça? Si seulement, est-ce que c'est ça qui peut permettre à ce qu'on puisse les appeler femmes battantes? Par ailleurs, nous voyons que de chez nous, les vraies femmes battantes, ce sont nos mamans, nos jeunes mamans qui se lèvent tout le matin pour aller dans les marchés, pour vendre, pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a dit, c'est-à-dire qu'une femme battante n'est pas forcément celle-là qui exhibe ses biens dans les réseaux sociaux, si bien qu'il y en a. Exhiber ses biens, c'est vrai, mais après, détailler le parcours auquel vous avez eu à faire pour pouvoir arriver là. C'est ce qui manque selon toi, c'est-à-dire que c'est vrai que ces femmes viennent exhiber un petit peu leur réussite et on n'a pas une traçabilité de l'accession à tout ça en fait. C'est ce qui manque aujourd'hui là pour vraiment qualifier une femme en parlant d'une femme battante. Exactement, exactement. Cela voulait dire quelque part que ces femmes-là qui font la publicité de leurs biens, elle montre un peu la vie facile. Elle incite les autres filles à une vie facile. Parce que tout à l'heure, on parlait, non de vouloir t'interrompre, mais tout à l'heure, justement, on parlait de cette connotation un peu péjorative sur le continent. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit d'une femme qu'elle est battante, on a tendance parfois à renvoyer un peu à exposer, sinon à installer le doute sur l'acquisition de ces biens. Donc on pense que voilà, ces femmes l'ont obtenu de manière assez facile. On ne va pas évidemment citer le nom, mais évidemment qu'il y a un doute au niveau de l'acquisition de leurs biens. Oui, parce qu'une femme battante, c'est Salimata, qui est dans le conseil des indépendances d'Amadou Kouma, c'est-à-dire celle-là qui partait au marché le matin pour vendre du riz, pour subvenir aux besoins de la famille tout entière, hein, pas seulement de son époux ou bien de ses enfants. C'est cette femme-là décrite par Camara Lai, l'enfant noir. C'est ça la femme africaine battante en réalité. D'accord. Revenons sur le thème en lui-même. Sinon, allons fouiller un peu plus loin, mon cher Shalom, en parlant justement de femmes battantes. Oui, évidemment, il y a une piste qui a été balancée par notre ami Renaldon qui parlait de ce retour aux sources avec nos mamans. Mais qu'en est-il réellement, mon cher Shalom, s'il fallait qu'on aille chercher très loin pour avoir un aperçu un peu global de la femme battante? D'abord, la femme battante, c'est comme a su le dire ma chère Country. La femme battante, c'est cette dame qui est vouée de détermination, cette dame travailleuse qui est prête à se sacrifier pour l'avenir de sa famille. C'est ça la vraie femme battante. D'accord. Et voyons la situation actuelle avec le développement de l'Internet, avec les smartphones et l'exhibition que nos jeunes sœurs sont en train de nous montrer à travers les réseaux sociaux. Il faut vraiment se reposer la question de savoir si la définition de femme battante a-t-elle sa place dans notre société actuelle. Est-ce que c'est le cas, selon toi? Est-ce que, justement, en parlant de définition, est-ce que cette définition-là, de cette femme guerrière, j'ai envie de dire, cette queen du continent africain, est-ce qu'aujourd'hui, cette définition s'y est avec tout ce que tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux? De mon humble avis, d'une manière générale, non. C'est vrai qu'on a une certaine minorité, mais d'une manière générale, non. Parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est le paraître. Nous montrer qu'on a un iPhone X, qu'on peut aller à Dubaï, mais qu'est-ce que vous avez fait exactement pour acquérir cet iPhone-là? Mais c'est surtout même, au-delà même de ça, c'est le message que ça envoie aussi, Renaldon. Parce que comme il a dit, si une femme aujourd'hui montre qu'elle est capable de voyager à travers... C'est vrai que c'est son argent, elle a le droit de se faire plaisir, on n'en disconvient pas. Mais si à partir du moment où elle arrive à se définir comme étant une femme battante et qu'elle résume son combat à faire des voyages ou bien à exposer l'achat d'un nouveau téléphone, d'un nouvel ordinateur, d'une nouvelle paire de chaussures, est-ce que quelque part c'est pas un peu inquiétant vu ce que ça renvoie derrière quand on pense qu'on a une génération derrière aussi qui arrive, et si cette génération doit calquer la réussite par rapport à ces femmes dites battantes, est-ce que l'inquiétude n'est pas un peu grave, j'ai envie de dire aujourd'hui? Oui, Régis, je reprends par l'affirmation. L'inquiétude est très très grave, on doit s'inquiéter parce que ces femmes aujourd'hui
ne brille pas par un certain nombre d'éthiques. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, elle renvoie une mauvaise image. On peut le dire, il faut y aller. C'est qu'elles sont, parce que quelquefois, même dans leur caractère, leur manière d'agir, de parler et tout, on sent qu'elles ont du caractère assez déplacé, c'est-à-dire des femmes qui manquent un peu de soumission. Tu te demandes, de telles femmes, est-ce que dans leur foyer, elles ont du temps à pouvoir bien s'occuper de leurs enfants, voilà, en quelque sorte, si elles respectent aussi, je dirais, la valeur même de nos parents, la valeur que nos parents accordent à la femme, c'est-à-dire une femme qui doit s'habiller de manière parfois descendante, une femme qui quelquefois doit privatiser son environnement, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec ces femmes. Elles montrent tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles font à tout moment, et c'est ça qui justement fait de sorte que les gens puissent qualifier ces femmes battantes des femmes plutôt faciles. D'accord, oui. Justement, en revenant sur ce point, il faut souligner que le message qu'elles sont en train de transmettre à la jeune génération, c'est que la vie, elle est facile. Et ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Et on voit à travers cela que nombreuses des jeunes filles se mettent sur le chemin de la perdition, vu ce qu'elles ont appris sur les réseaux sociaux. Elles se disent que, voilà, puisqu'elle a pu avoir ça aussi facilement, puisque c'est l'impression qu'elle a eu à donner, et elle, en tant que jeune fille, elle va rester dans cette optique-là et va faire ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est réellement ça pour acquérir aussi cet iPhone X ou ce voyage à Dubaï? Oui, du coup, ça devient très inquiétant, effectivement, pour cette génération. Dolette, alors, c'est vrai qu'on va beaucoup faire référence à toi, parce que tu es la seule femme sur ce plateau. La thématique parle des femmes, et c'est encore plus intéressant que tu sois là sur ce plateau. Alors, il y a une coach que vous suivez sûrement, coach Amand Chic, que vous connaissez également, qui disait, je cite, dans l'une de ces, on va dire, séances de coaching sur les réseaux sociaux, qui parlait justement de ces femmes battantes, parce que comme on l'a dit, la thématique a tellement fait de buzz sur Internet qu'il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. Elle disait, alors je cite, que les femmes battantes ne sont pas les femmes qui pensent gérer plusieurs hommes en même temps. Les femmes battantes, c'est ces femmes-là, comme vous l'avez dit, qui se battent. Et elle a, on va dire, relativisé en disant, alors une femme battante, c'est pas celle-là qui gère plusieurs hommes. Une femme battante, c'est au contraire celle-là qui est une profiteuse, entre guillemets. Est-ce que vous profitez, vous également, de ces connaissances-là, Dolette? Est-ce que vous nagez à contresens, ou bien vous partagez la vie de coach Amand Chic? Une femme battante, c'est pas celle-là qui gère plusieurs partenaires en même temps, c'est celle-là, au contraire, qui profite des hommes. Je dirais qu'une femme battante... Non, mais est-ce que vous êtes en accord déjà avec elle? Parce que pour elle, elle dit qu'une femme battante, il ne suffit pas juste d'avoir plusieurs partenaires à la fois, c'est de savoir tirer profit de ces partenaires-là pour essayer d'investir, pour essayer de faire autre chose. Est-ce que vous nagez à contresens, ou bien vous êtes dans sa définition pour elle de la femme battante? Je suis dans la définition correcte de la femme battante. Donc pour elle, vous êtes en accord avec elle qu'une femme battante, c'est celle-là qui doit, supposons, je vais t'expliquer, supposons que tu as une amie très proche se retrouve avec 3 ou 4 partenaires, on dit dans le quartier, on gère. Voilà. Elle se retrouve avec 4 partenaires, et coach Amand Chic nous fait comprendre que une femme battante, c'est cette femme-là qui doit savoir profiter de ce lot de partenaires pour essayer d'investir et non de se contenter de recevoir des sous. Est-ce que tu partages cet avis, ou pour toi, on peut relativiser l'avis de notre ami coach Amand Chic? En fait, je ne suis pas vraiment d'avis, parce que je n'aime pas du tout ces demoiselles ou ces femmes qui se retrouvent avec une flopée de partenaires. Avec plusieurs partenaires. Moi, je dirais que, comme j'ai eu à le dire au début, une femme battante, c'est celle-là qui a un zèle contenu au service de sa famille. Donc, en ayant plusieurs partenaires, bon, on peut aussi en tirer profit, hein, oui. Mais est-ce que ça fait de toi une femme battante? Non, non, D'accord. Non. Une femme battante doit travailler. Ça doit travailler par elle-même. Certes, on peut recevoir financièrement,
mais doit être dans la logique. Voilà, Emma Loès aussi, oui, Shalom, tu vas rebondir là-dessus, hein, t'inquiète. Ronaldan, je viens à toi. Emma Loès, que vous connaissez aussi, a défini des catégories de femmes. Elle a parlé des femmes 2B, donc les femmes belles et bêtes, ça c'est selon elle, évidemment. Et l'autre catégorie des femmes, c'est les femmes B2I, c'est-à-dire les femmes belles, indépendantes et intelligentes. C'est ça sa définition de femme battante. Vous êtes en accord avec elle? Oui. Bon, une femme battante ne dépend pas de la beauté physique. D'accord. Une femme battante, à la base, c'est une femme qui se respecte, c'est-à-dire qui est Mais digne. malheureusement, comme notre ami Shalom disait, c'est un peu l'impression qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est C'est-à-dire que l'expression. les femmes battantes, c'est des femmes à la base qui sont très jolies et qui profitent, enfin profiter c'est une manière de parler, mais qui mettent un peu en avant leur beauté physique et autres pour obtenir certaines choses. D'où la facilité, d'où le côté facile en lien avec cette appellation de femme battante. Donc quelque part, oui, mon cher Ronaldan. Oui, bon, c'est une mauvaise appréhension d'une femme battante. On ne peut pas considérer une femme battante par le fait qu'elle soit une très belle femme, par le fait qu'elle puisse bien s'exprimer, ainsi de suite. Une femme battante, c'est d'abord là qui change l'environnement et l'adapte à son profit par le moyen de l'effort. C'est-à-dire au moyen de l'effort qu'elle fournit dans le travail, malgré les circonstances, malgré les difficultés. C'est cette femme-là qui se respecte. Une femme-là qui donne une mauvaise image d'elle, une femme-là qui ne profite pas. Déjà, le mot profiter, ou bien qui tire profit des hommes, c'est déjà... péjoratif. C'est péjoratif, en quelque sorte. Ouais. On ne tire pas profit. C'est dégradant. Parce que l'homme que vous voyez qui est en face de vous, vous ne savez pas comment est-ce qu'il a fait pour obtenir tous ces biens. Et vous venez comme ça pour dire, je vais profiter. Mais attention, il y a des répercussions. Alors, ça c'est Shalom, j'arrive à toi, je reste avec toi, mon cher Ronaldan. Alors, c'est vrai que depuis qu'on parle, on a tendance un petit peu à tirer à boulet rouge sur ces femmes battantes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vraies femmes battantes qui existent, c'est-à-dire des femmes qui se sont vraiment levées, qui se sont battues, qui ont obtenu ce qu'elles ont obtenu par le moyen de l'effort, comme tu l'as souligné, mon cher Ronaldan. C'est en général des jeunes filles qui se battent, qui n'ont pas forcément besoin d'attendre une aide extérieure, qui se lèvent le matin et qui mettent en place des business et qui, en général, marchent très bien. Que dire de ces femmes-là, de ces réelles femmes battantes? Ces femmes, elles sont juste magnifiques. C'est l'exemple que nos mamans nous enseignent, c'est-à-dire le moyen de l'effort, que ce soit pour hommes ou bien filles, c'est nos mamans africaines en général, elles nous enseignent comment obtenir ce que l'on peut, ce que l'on veut, et elles nous donnent des conditions dans lesquelles on peut les obtenir, c'est-à-dire par le moyen de l'effort, par le moyen du travail. On n'a pas besoin de faire appel à qui que ce soit pour assoiffer ou bien étancher ses fins. On peut se fournir des moyens soi-même par le travail acharné et d'en parvenir à un résultat, je dirais, meilleur. Et en général, c'est des femmes malheureusement qu'on ne valorise pas trop parce que justement, il y a cette perdition aujourd'hui, il y a ce flou, ce brouhaha autour de la femme battante. Nombreuses parmi elles sont dans l'ombre. Exactement, elles n'ont pas besoin de se pavaner sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Elles sont dans l'ombre, elles travaillent, elles sont dignes. Que ce soit même dans les entreprises, vous verrez des femmes qui travaillent, même ici au sein de Média TV, vous verrez, il y a des femmes qui travaillent dans l'ombre, qui font à ce que nous asseyons dans ce cadre-là et d'en discuter. Des femmes battantes qui sont là, qui sont partout, qui travaillent. Elles sont là, heureusement. Moi, j'en connais une qui est très battante, qui fait des voyages pour mettre en place ces jolis projets. Heureusement, ça marche très bien. J'étais avec elle il y a quelques minutes au passage. Donc, je trouve que son expérience aussi pourrait donner raison à ces femmes, du coup, des vraies femmes battantes. D'ailleurs, c'est elle qui m'a inspiré cette thématique-là. On va revenir sur Shalom. Oui, je pense que tu voulais rebondir sur le point de l'argumentaire de Dolette, c'est ça? Ah oui. D'accord, ok. C'est comme elle a su le dire tout à l'heure. J'ai bien aussi dit en amont que nous définissons mal la femme battante. Déjà, dans le mot battante, nous avons le verbe se battre. Ouais. Une femme battante, c'est celle qui sait se battre. Mais avec des vraies armes. Voilà, justement, j'en vais. D'accord. C'est celle qui sait se battre avec des vraies armes. Les vraies armes, c'est quoi? C'est le travail. La détermination. La détermination. Le courage, ouais. On peut voir le courage, la volonté, l'esprit du sacrifice. Exactement. Mais le bon sacrifice, parce que ça aussi, il faut bien faire la différence entre le bon et le mauvais sacrifice. Mais elle se situe où la différence? La différence entre le bon et le mauvais sacrifice, selon toi, ça se situe où? Je veux prendre un exemple très rapide avec les jeunes filles d'aujourd'hui. Celle qui veut acquérir un téléphone portable, d'accord? Et on a deux types de jeunes filles. Il y a celle qui va mettre son corps en avant pour acquérir ce téléphone portable. Et il y a une autre, elle, qui va réfléchir à deux fois quel type de commerce je peux mettre en place pour gagner de l'argent afin d'acquérir ce téléphone. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que nous devons différencier l'esprit du sacrifice. D'accord.
jusqu'où es-tu prêt à aller pour avoir ça? Mais quel chemin emprunter effectivement pour avoir ce bien-là? D'où nous allons revenir sur, comme l'a su bien dire mon frère, nous allons revenir sur nos mamans. Moi, par exemple, ma maman n'a pas fait des longues études. D'ailleurs, je la salue en passant. Mais pour moi, c'est Scholastic Rumba. D'accord. C'est l'exemple parfait de la femme battante. Parce qu'aujourd'hui, même avec ou sans mon père, c'est une femme qui peut vivre. Pourquoi? Parce que ne pas aller à l'école n'a pas été un handicap pour elle. Elle a su se mettre au travail et derrière ce travail, elle a su se former bien après. Aujourd'hui, c'est une femme qui est totalement indépendante. Même sans son homme, elle peut lever la main et résoudre des problèmes. C'est ça une femme battante. Que faut-il faire aujourd'hui? Oui, Dolette, tu veux rebondir sur… Oui, vas-y. Effectivement. Moi, je dirais qu'une femme battante, c'est celle-là qui préfère travailler et ne pas mendier. Parce que nous croisons aussi dans les rues des femmes qui préfèrent mendier. Faire le monde, ouais, dans les rues pour demander des petites pièces. Que d'aller travailler. Il y a toujours d'emplois et plusieurs sont aussi découragés par font face à des opinions erronées parce que ce sont des femmes, mais malgré des critiques, elles avancent et vraiment c'est ça la définition d'une femme battante. Voilà, la définition d'une femme battante, elle est donnée. Hein. Je pense qu'on en est tous conscients. On a une définition déjà aujourd'hui un peu très, on va dire, directe de cette femme battante. Moi, je reste avec toi, Shalom, je reviens à toi, pardon. Tout à l'heure, tu parlais de nos mamans. Hein. Comme je l'ai dit, ces guerrières, là, ces queens du continent. Que faut-il faire, selon toi, pour renverser la donne aujourd'hui quand on voit, et vous l'avez souligné, sur les réseaux sociaux, la définition un peu, on va dire, écorchée, très écorchée même, j'ai envie de dire, de la femme battante. Comment renverser la situation? C'est vrai que les femmes battantes, les vraies, elles existent, on l'a souligné, elles sont là, et on les félicite au passage. Comment aujourd'hui renverser la tendance, la donne, pour qu'aujourd'hui les jeunes filles sachent en fait que la vraie définition de la femme battante, c'est celle-là et non celle que vous voyez sur les réseaux sociaux? D'abord, il faut commencer par apprendre à la femme c'est quoi son importance, quelle est sa véritable place dans la société. Parce que nombreuses croient que c'est vrai que la femme, elle donne la vie, pour elle, c'est ça la seule priorité. Mais au-delà de donner la vie, la femme a une importance capitale dans la société que nous sommes. Et aujourd'hui, avec le temps, nous avons vu que la femme, elle est capable d'atteindre un certain sommet dans la société parce que nous avons des femmes qui sont devenues présidentes, des femmes chefs d'entreprise. Et ces femmes qui ont réussi dans le bon sens doivent être des exemples pour des autres, en se manifestant, pas en se cachant. Mais comment? Est-ce qu'il faut organiser des salons, des colloques, comment? Exactement, des salons, des colloques, des séminaires de formation et aller vers les jeunes. Parce que nous savons que ces femmes qui ont réussi, généralement, sont renfermées à elles-mêmes. Ouais. Mais il faut qu'elles s'ouvrent au monde. Parce que si aujourd'hui, la mauvaise définition de la femme battante a pris de l'ampleur, c'est parce que ces femmes qui se sont dites battantes ont pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Mais si ces femmes qui sont réellement battantes, aujourd'hui s'ouvrent au monde et montrent aux jeunes filles le chemin à suivre, je pense qu'elles vont se détourner de la mauvaise définition de femme battante. Ronaldo? Oui, je partage déjà ce qu'il dit, mais après je vais aller au-delà. D'accord. Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit souvent qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une société ou bien toute une nation. Ou le monde. Oui, éduquer le monde, tout simplement. Et de ce point, au lieu d'aller même vers des conférences, organiser des conférences, ainsi de suite, je pense que la meilleure éducation, la meilleure éducation qui peut permettre à ce qu'on dise à une femme que voici votre valeur de la société, ainsi de suite, ça commence par la famille. C'est d'abord l'éducation familiale. C'est-à-dire qu'à la maison, les parents doivent dire aux filles ce qui caractérise une bonne femme, une femme battante de la société. C'est-à-dire inculquer ces valeurs-là à ces jeunes demoiselles qui, demain, seront appelées justement à être maman, appelées à être, je ne sais pas, chef d'entreprise, ainsi de suite. C'est les inculquer les valeurs morales. Oui, parce que ça reste un héritage qu'on doit léguer ensuite, ça reste un legs. Cette transmission doit se faire de cette manière-là. C'est-à-dire depuis la base, transmettre ces valeurs-là, mais qu'après, c'est à chacun de faire le choix. D'accord. Et pour rebondir un peu sur l'éducation, parce qu'il y a nos mamans qui nous ont élevés en travaillant durement, en tenant des petites tables devant la parcelle, en ayant des activités de couture par exemple, qui ont élevé les enfants, qui ont une éducation louable. D'accord. Vous voyez? Donc je peux aussi dire que les mamans là, ce sont des femmes battantes parce qu'elles ont travaillé et elles ont inculqué de bonnes valeurs à leurs enfants. Oui, Shalom. Ce qu'ils viennent d'évoquer, c'est bien vrai.
Mais nous devons nous mettre à l'évidence qu'aujourd'hui, on rencontre plusieurs types d'éducation. Nos parents ont fait leur travail. Ouais, parce qu'il y a l'éducation de la maison, l'éducation de l'école, de la rue, des réseaux sociaux. Nos parents, ils ont fait leur travail. Mais après, nous avons l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Nous avons l'influence d'Internet. Aujourd'hui, nous jeunes, nous passons plus de temps sur Internet qu'avec nos parents. Donc, je pense que l'idéal, ce serait aussi de mener une politique sur les réseaux sociaux de conscientisation. Parce que l'éducation parentale ne suffit plus de nos jours. Ouais. Nos parents, ils font leur travail. Ils le font. Mais qu'est-ce que nous apprenons dehors? L'école fait le travail nécessaire. Mais aujourd'hui, on préfère plus se donner à Internet qu'à ce que nous apprenons à l'école ou ce que nous apprenons auprès de nos parents. Oui. C'est vrai que dans la société actuelle, l'éducation parentale n'est pas un atout. Oui. Mais pour moi, c'est la base. C'est la cellule, oui, l'éducation, oui, c'est la cellule. Mais après aussi un fait, c'est qu'il a souligné, c'est vrai que les parents donnent tout. Mais après, pour aller un peu dans le sens où il parle de l'encadrement, je dirais, de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, il faudrait donc que des autorités compétentes en la matière puissent encadrer justement toutes les publications qui ont tendance à pouvoir détourner du droit chemin les jeunes filles, que les censures soit encore activé de plus belle manière. Et en parlant de ça, les amis, justement, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. On parlera des organisations des jeunes en deuxième partie. A tout de suite sur Médian TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News sur Médian TV Afrique pour parler justement de cette deuxième et dernière partie thématique. Évidemment, on parlera de ces organisations des jeunes. Renoldan, est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous faites partie d'une organisation des jeunes? Et quelles sont les activités, si oui, évidemment, que vous mettez en place au sein de ces organisations? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est plutôt ton avis de manière générale sur ces organisations destinées aux jeunes. Oui, bon, déjà, je ne fais pas partie d'une organisation quelconque. D'accord. Mais après, je suis de très près des amis qui sont dans ces organisations. Alors, les organisations de jeunes, je crois, permettent aux jeunes de se regrouper dans des associations à compétences, parfois, je dirais, politiques ou apolitiques. On dirait même à caractère politique ou apolitique, pour pouvoir justement poursuivre ensemble un objectif d'intérêt commun. D'accord. Dolette, vous, est-ce que la même question, est-ce que vous êtes membre d'une association des jeunes? Oui, je suis membre de l'association Santé Mobile. Santé Mobile. Ok, d'accord, Santé Mobile, une association de jeunes. Et quelles sont les activités que vous mettez en place à l'intérieur? Là-bas, on a beaucoup d'activités, par exemple. D'accord. On mène des campagnes de sensibilisation parce que la base, c'est valoriser les serviettes hygiéniques. D'accord, oui. Donc ça en l'occurrence, voilà, c'est focalisé sur les femmes. Exact. Et donc vous menez des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes filles. On tient des ateliers, j'ai participé à pas mal d'ateliers, par exemple le réseau des jeunes aussi sur la mutilation, l'interdiction de la mutilation de l'appareil génital de la femme. D'accord. Ici à Dakar. D'accord. Ok. Et est-ce que vous sentez cet engouement de la part des jeunes dans ces associations-là? Ils sont là, ils répondent présents en général? Oui, ils sont là, j'ai été agréablement surprise. De l'engagement? Exactement, de l'engagement. Les jeunes sont actifs. D'accord. Shalom, les organisations des jeunes, la question, je te la pose également. Est-ce que tu es membre d'une association? Non? Ici au Sénégal, non, parce que c'est ma première année. D'accord. Mais et au Congo? Non, peut-être pas au Congo, mais en Afrique du Sud, je faisais partie d'une association ELBA, Edenval Lions Basketball. C'est vrai que c'était une académie, mais on œuvrait un peu plus dans le sens où on a essayé de rapprocher le sport à l'éducation pour les enfants démunis. D'accord, belle initiative au passage. Et du coup, est-ce que vous sentez que ces engagements-là, ces organisations des jeunes peuvent avoir un impact aujourd'hui dans la société de manière générale? Et comment, si oui? Avec le constat fait, il y a un réveil au niveau des jeunes, c'est vrai.
Et, c'est vrai les qu'on parlait impacts- d'une génération 2.0, une génération tête baissée, mais on parlait de réveil, hein, c'est dans ce sens-là que je Oui, voulais il y a un juste- réveil. Le Ouais. réveil, c'est vrai qu'il est lent. D'accord. On ne va pas se dire que c'est un boom, mais c'est un réveil qui est lent. C'est tout un processus. Mais déjà, le premier pas a été fait. C'est quelque chose qu'il faut saluer parce que, en regardant rien que les activités qui sont organisées dans différentes associations, j'en fais pas partie, mais j'ai assisté, on peut sentir ce dévouement-là des jeunes de vouloir aller vers la perfection. Ouais. Exact. Ouais. Est-ce qu'il faut beaucoup plus d'initiatives comme ça parce qu'il y en a très peu, hein, que ce soit au Sénégal, au Gabon, un peu partout à travers l'Afrique, très peu d'organisations des jeunes, dirigées par des jeunes. Est-ce que c'est pas là aussi un peu la faiblesse de ces organisations-là, le fait que ces organisations, la quasi-totalité, ne soient pas dirigées par des jeunes, c'est des adultes qui les dirigent. Quand on dit adulte, troisième âge, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas tout de suite une adéquation entre l'idée générale même de cette organisation et les activités, parce que évidemment que si c'est dirigé par une personne de troisième âge, c'est vrai qu'il a été jeune, mais les réalités ne sont plus les mêmes, hein, Ronaldo. Oui, évidemment, c'est tout ce que nous dénonçons, même nous étant jeunes. Nous, dans notre petite bande dans l'ombre, on s'appelle la jeunesse consciente. D'accord. C'est-à-dire, au loin, on pointe du doigt ce qui se passe un peu dans les différents groupements de jeunes et tout. Vous voyez que les jeunes se regroupent au sein d'une organisation pour défendre les intérêts de la jeunesse. Il n'y a pas mieux qu'un jeune pour comprendre les problèmes d'un jeune. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, nous constatons que des organisations qui sont nées pour défendre les intérêts des jeunes et à la tête, malheureusement, on trouve qu'il y a une personne qui a déjà dépassé la cinquantaine. C'est ça qui est plus alarmant. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse doit se prendre en charge, doit se cultiver d'elle-même, doit apprendre plutôt à combattre les maux qui minent notre société, parce que la jeunesse aujourd'hui brille par un certain nombre de comportements qu'on peut qualifier D'une jeunesse peu consciente. un peu consciente. Ouais, tu parlais d'une jeunesse consciente. Et d'où il n'y a consciente, pas mieux qu'un jeune qui éduque son condisciple jeune, moi, je trouve. Donc, comme moi, un frère jeune me fait une sonnette d'alarme pour dire attention, c'est pas bon ce que tu fais. Tout de suite, moi, ça attire vraiment mon attention profonde pour dire si lui, il a eu à changer des choses, si lui, il fait bien, mais pourquoi pas moi? Voilà. Donc, alors, Shalom, il y a également un point qui a été souligné lors du dernier sommet des jeunes, hein, au sein de l'Union africaine. Alors dans ce petit rapport de 3 pages, il est mentionné qu'en fait la jeunesse de chaque pays avait émis en tout cas une proposition qui était de faire une connexion, un link direct entre toutes les organisations des jeunes à travers l'Afrique, parce que les réalités ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'aujourd'hui, si on est au Congo, au Gabon, au Maroc, au Tchad, un peu partout, les réalités ne sont pas les mêmes, mais si on arrive à pointer du doigt sur ces problèmes-là, je pense que le fait de mettre en synergie toutes ces organisations des jeunes peuvent avoir des réponses ou bien peuvent impacter de manière positive ces problèmes-là. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition émise par ces groupements de jeunes, le fait de faire un link avec toutes les organisations des jeunes à travers l'Afrique pour avoir des réponses assez rapides? Bien évidemment, moi je partage cet avis parce que nous savons tous que les solutions ne peuvent pas être apportées par une seule personne. Ici, quand je parle de personnes, je fais un peu allusion à un seul groupe. Ouais. Donc, c'est comme on dit en Afrique, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Voilà, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Ouais. Du coup, nous avons besoin de ce link-là entre toutes les associations pour essayer de voir dans quelle mesure du possible on peut apporter des solutions à tous ces problèmes qui minent la jeunesse africaine en général. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais on va commencer peut-être par l'immigration clandestine aujourd'hui. Ça touche plus le côté jeunesse. Mais qu'est-ce que nous, jeunes, pouvons apporter pour donner solution à ce problème-là? Ouais. il faudrait vraiment que ces organisations-là soient bien structurées de manière générale. Et là, l'inquiétude en général, c'est là. Hein, oui, effectivement, parce qu'on constate malheureusement que certaines autorités ou bien certaines personnes politiques arrivent justement à utiliser la jeunesse pour pouvoir mettre en place ces revendications, je dirais même politiques, pour dire qu'au nom de la jeunesse, tel groupe d'individus, mais pourtant derrière eux, quand vous essayez de bien vérifier, ce sont des personnes publiques ou des autorités politiques qui les instrumentalisent, que ce soit pour l'opposition comme pour la majorité présidentielle. Ces deux camps, justement, arrivent à utiliser la jeunesse qui oublie parfois même son vrai rôle dans la société à laquelle elle appartient. Alors, oui, Shalom, je viens à toi, le temps de donner la parole à notre ami Dolette. Dolette, tu nous as laissé
laissé entendre il y a un instant que tu es membre d'une association de jeunes filles qui vont sensibiliser sur des problèmes liés effectivement à la jeune fille. Il y a également un constat, parce qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les associations des jeunes, il y a très peu de femmes dans ces associations-là. Comment expliquer ça? Pourquoi on a l'impression que les jeunes femmes, alors c'est vrai que toi aujourd'hui, hein, tu corriges un peu ça parce que tu es membre d'une association des jeunes, mais comment expliquer que dans les associations pour jeunes, qu'il y ait plus d'hommes que de femmes? Pourquoi la jeune fille n'est pas intéressée par la vie associative? D'accord. Parce que chez nous, on ne connaît pas d'abord l'importance de ces associations-là. D'accord. Ces associations-là, elles sont là, elles travaillent. Maintenant, nous sommes, on peut dire, nous ne sommes pas du tout ouvertes, nous les jeunes filles, à aller voir. Donc nous n'avons pas la curiosité de s'approcher de ces associations-là. En fait, voilà pourquoi il y a moins de femmes. Maintenant, c'est une absence de curiosité selon toi? Exactement, moi je dirais cela. Et il y a aussi la négligence. On ne veut pas savoir, on ne veut pas apprendre plus. D'accord. Shalom? Moi, je voulais revenir rapidement sur le point de mon cher confrère, Ronaldon. L'Afrique, aujourd'hui, a besoin des jeunes travailleurs, des jeunes avec une volonté, des jeunes avec un esprit ferme. Le problème avec nous, la jeunesse, c'est quoi? C'est qu'on se laisse corrompre facilement. Voilà pourquoi ces vieux-là ont toujours l'emprise sur nous. Parce qu'un groupe de jeunes qui se réunit aujourd'hui… mais du coup, ces organisations-là sont là un peu pour corriger tout ça. Oui, ces organisations sont là pour corriger tout ça. Mais dans ces organisations-là, je vais utiliser un peu nous avons des infiltrés, s'il faut dire ça comme ça. Nous avons des jeunes qui sont là juste pour pouvoir atteindre des objectifs à leur profit. Dans le sens où ils veulent prendre la tête pour se faire valoir quelque part, et quand ils seront détectés par ces vieux, ils auront moyen de soutirer quelque chose tout en entraînant les autres dans l'erreur. C'est ça que l'on déplore aujourd'hui. D'accord. Nous devons savoir ce que nous voulons en tant que jeunes pour notre propre avenir. Dolette? Moi, je dirais que ce ne sont pas toutes ces organisations qui sont instrumentalisées. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont pris conscience et veulent vraiment travailler pour le développement de nos sociétés africaines, en fait. D'accord. Oui, c'est vrai que il est un peu là le combat, hein, Ronaldon, c'est que les infiltrés, hein, je vais utiliser l'expression de notre ami Shalom, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les associations, c'est vrai que notre ami Dolette a trouvé utile, et d'ailleurs c'est important de relativiser en disant que voilà, c'est pas toutes les organisations des jeunes où on retrouve des infiltrés, mais malheureusement ils sont là, ces infiltrés, et qui rendent un peu le combat difficile, j'ai envie de dire, parce que si, comme Shalom l'a souligné, si le but de cette organisation c'est de pouvoir tirer cette jeunesse vers le haut, et qu'on a malheureusement cette même jeunesse qui tire encore les autres vers le bas, il est compliqué le combat aujourd'hui. Est-ce qu'on va le gagner, ce combat, mon cher? Oui, le combat, on va le gagner parce que je crois à une jeunesse consciente africaine, de manière générale. Je sais qu'il y a des jeunes qui travaillent dans l'ombre, qui se battent. Mais après, je ne pense pas qu'un seul individu va arriver justement à empiéter sur toutes les idées, les bonnes idées. Mais si cet individu a la force de la persuasion… Mais évidemment, moi je dis, si l'intérêt général reste le point culminant du groupe, je ne pense pas qu'il y ait un seul quoi qui va empêcher ce qu'on puisse atteindre nos objectifs. Mais c'est vrai ce qu'ils ont dit, c'est vrai qu'on constate les organisations des jeunes, les associations, qu'il y en a qui profitent au nom de ces associations, disent bon, je suis le président de l'association, il passe à la télé, et demain c'est lui qui se retrouve à table avec les hommes politiques et pour pouvoir dire écoutez les gars, même dans nos groupes syndicaux dans les universités, c'est ce qu'on constate. Nous réclamons des droits, c'est vrai, nous avons des objectifs. On décide par exemple de mettre un terme aux cours pendant un moment justement pour que la bourse soit payée. Mais dès lors que les autorités arrivent à convoquer par exemple les responsables des étudiants, c'est-à-dire des syndicats et autres, on constate que ces derniers, une fois qu'ils ont été en négociation avec les autorités, quand ils leur reviennent, c'est pour dire écoutez les gars, faisons cours, arrêtons de réclamer, les autorités vont agir, ok, on va à l'école, on continue, mais après, rien ne s'est fait. Mais quand vous vous rendez compte, ces amis qui étaient avec vous ne sont plus là. Demain, il est dans tel cabinet en train de faire tel stage, je vous dis, écoutez, donc voilà, il y a des profiteurs, c'est vrai, mais on reste justement confiant que dans le travail, on peut atteindre tout ce que nous visons. Alors, Shalom, la jeunesse africaine est beaucoup plus dans une philosophie de tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous.
C'est la raison pour laquelle en fait beaucoup se retrouvent dans des organisations pour jeunes. Mais comment tirer profit aujourd'hui de ces organisations? Comment les autorités, les gouvernants de chaque pays africain peuvent tirer profit de ces organisations des jeunes, quand on sait évidemment que la jeunesse représente l'avenir de demain, ou même le présent, même cet avenir, et qu'une jeunesse est sacrée, mais si elle est sacrifiée sous l'autel de l'insouciance, évidemment que ça pose problème. Comment tirer profit de ces organisations pour jeunes? C'est comme vous avez souligné tout à l'heure, la jeunesse est le présent et l'avenir de demain. Mais si vous voulez construire l'avenir de quelqu'un, vous devez vous rapprocher de cette personne, vous asseoir et ensemble définir des points d'attaque. Est-ce que l'inverse aussi n'est pas possible? Est-ce que ce n'est pas ces organisations pour jeunes de mettre en place, je sais pas, un cahier de charges et de se rapprocher des autorités? Parce qu'on a juste l'impression que ces organisations, parfois, on va dire, va être réduite, cette organisation, à simplement mettre en place des activités, mais qu'il n'y ait pas un suivi derrière. Est-ce que la finalité, c'est pas ça? Mettre en place un cahier de doléances et de soumettre ça aux autorités, mon cher Shalom? On va peut-être pas aller dans la politique, mais il faut souligner qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine en général n'a pas sa place dans la société politique. Parce que la société politique est prise en charge par ces vieux qui ne veulent pas aujourd'hui donner l'expression à la jeunesse. Bon, c'est un autre débat, évidemment. Ouais. Je ne veux pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le débat, c'était juste une manière de faire comprendre qu'il y a des jeunes qui sont conscients, il y a des jeunes qui sont prêts à se mettre la main dans la pâte. Mais est-ce qu'ils ont les opportunités nécessaires? Il faut d'abord mener le combat. Les organisations, c'est une opportunité. Oui, bien évidemment. Quelles sont réellement, la vraie question à se poser, quelles sont réellement la place de ces organisations dans la société? D'où ma question de comment tirer profit justement de ces organisations. Pour les autorités, évidemment. Pour les autorités, c'est eux qui sont en charge aujourd'hui. Et quand vous êtes dans une entreprise, si vous voulez que votre entreprise évolue, vous devez écouter vos travailleurs. Écouter et à travers cela, tirer des leçons et voir comment, dans quelle mesure du possible, vous pouvez avancer. Mais si vous ne prenez pas peine d'écouter ces jeunes, comment voulez-vous définir une politique future pour eux? Dolette. Donc, pour rebondir, moi je dirais que en fait, ces organisations ont le rôle de porter la voix des jeunes auprès des décideurs publics, politiques en fait. Donc, en fait, avec des propositions... Est-ce que vous le faites, vous êtes dans cette logique-là? Effectivement. Au sein de votre association? Effectivement. Je dirais que les associations de la place, en tout cas ceux qui sont, les associations, celles qui sont reconnues, bénéficient même du financement. Ils ont le budget, en fait, au niveau... interne? Exactement. De la part des autorités? De la part des autorités. Voilà pourquoi moi je dis que ces associations-là rédigent leurs doléances sur leurs préoccupations. Et ensuite ils font remonter... Exactement, ils font remonter et généralement, agréablement surprises, elles ont eu des retours en fait. Comment convaincre des jeunes à adhérer à une organisation justement destinée à mettre en avant leurs problèmes, mon cher Ronaldo? Avant de revenir sur la question, j'aimerais d'abord rappeler à madame, à la demoiselle Dolette que c'est une erreur d'étendre la main aux autorités pour dire que voici, nous avons un cahier de charges, et subventionner notre cahier de charges. Pourquoi c'est une erreur parce que c'est le moyen par lequel ces derniers arrivent justement à avoir une emprise sur la jeunesse, de la corrompre, et de pouvoir l'utiliser pour satisfaire leurs intérêts propres. Je pense que c'est le danger. Oui, le danger, enfin, c'est ton avis, évidemment, on le respecte, mais on a envie de comprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, parce que le but, la finalité de ces organisations, c'est de pouvoir aussi porter très haut, comme elle a dit, la voix de ces jeunes-là. Voilà pourquoi j'ai dit, pour porter très haut la voix des jeunes dans un pays, on n'a pas besoin de s'associer aux autorités politiques du pays. Comment est-ce possible? Et moi, je pense que l'erreur serait aussi de s'abstenir de la politique. Quand on est jeune, on est conscient, tu es formé dans l'économie et on doit vous former une organisation, vous vous battez pour mettre en place tout ce qui vous avait été appris à l'école pour pouvoir améliorer votre société, votre cadre de vie. Et ça, c'est très important. Mais d'ailleurs, considérer qu'on doit se rapprocher des autorités, plutôt dans le cadre de remplir les formalités administratives pour qu'on soit une organisation crédible et reconnue par l'État. Ça, c'est très important. Mais s'associer du fait qu'on devrait être subventionné de l'État, je pense que c'est un piège.
pas de l'État comme tel, des groupements politiques. C'est un piège qu'il faut vraiment éviter. Ça, c'est déconseillé. Et comment faire pour attirer les jeunes dans les organisations? Je pense que c'est très simple. On doit mener des campagnes de sensibilisation dans les universités, montrer à ces jeunes l'intérêt même de se retrouver autour des groupes des jeunes, c'est-à-dire de manière souveraine, de s'exprimer librement ce qu'on pense. Ça, c'est très important et il faudrait aller même faire le table de porte-à-porte pour sensibiliser la jeunesse, car cela en va vraiment de notre avenir. Shalom, je te sens un peu partagé sur l'argumentaire de notre ami Renoldan. Partage-nous ton désaccord. Il se situe à quel point? Bon, déjà ce qu'il vient de dire concernant le sujet, c'est vrai que nous ne devons peut-être pas vraiment aller vers les autorités, mais n'oublions pas que nous sommes dans une société régularisée. Donc, à un certain moment, nous devons aller vers nos autorités. Mais c'est comment nous allons vers nos autorités, c'est ça le problème. Il ne faut pas seulement aller pour tendre la main, recevoir et se taire. On va chercher des subventions pour accomplir des choses. Je suis en train de venir, on va chercher des subventions pour accomplir, pour réaliser des projets. Mais quel genre de projet allons-nous réaliser avec ces subventions? C'est ça le grand problème. Et quels seront les résultats de ces projets-là? Parce que si aujourd'hui on réalise un projet que parce qu'on a envie de le réaliser, sans avoir un but précis derrière ce projet. Excuse-moi de t'interrompre. Vous savez, Régis, il y a un adage qui dit que la main qui demande est toujours en bas. Et si vous faites même le constat entre nos États, dans les rapports qui existent entre les États africains et les États européens, aujourd'hui, on va te dire que l'Afrique n'est pas indépendante. Pourquoi on le dit? Politiquement, nous sommes indépendants, nous avons des institutions qui sont libres, nous avons dans nos États, justement, choisi nos régimes politiques, on organise nos élections, mais quelque part, on te dit que l'Afrique n'est pas totalement indépendante. Pourquoi? Parce que l'Afrique a toujours la main tendue vers l'Europe, a toujours la main tendue vers l'Union européenne. Nelson Mandela disait que l'Afrique n'est pas libre, elle a juste atteint la liberté d'être libre. Voilà. Donc c'est ça le mal. Aujourd'hui, les États africains sont pris au piège, tout simplement parce que même au sein de l'Union africaine... Mais il est où le lien? Moi, je l'attends, le lien avec... Le lien, c'est quoi? Celui qui donne les moyens financiers. Crée la dépendance. Voilà. Celui qui donne le moyen financier dicte aussi les règles du jeu. C'est-à-dire, tu as des bonnes idées certes, mais tu peux pas les réaliser sans moi. Mais si quelque part je dois intervenir, je dois donc éjecter de mon argent, il faudrait qu'en retour, tu me donnes les explications, tu me rends compte. Et à partir de ce moment, il n'y a plus d'indépendance justement dans la manière d'agir, dans la manière de faire. D'où je pense réellement que ça c'est le piège. Il faudrait vraiment éviter cela. Après c'est pas toutes les organisations qui il faut comprendre une seule chose, c'est que nous venons d'un pays. Par exemple, moi je viens du Congo, d'accord? Et le Congo a un budget. Donc ce qui veut dire que moi, en tant que jeune Congolais, j'ai accès à ce budget-là. C'est vers là où on va. Quand je dis aller demander des subventions vers l'État, c'est pas aller demander aux particuliers. On a droit, on est Congolais, on est Sénégalais, on est Camerounais. Mais je ne pense pas que dans la constitution congolaise ou gabonaise, il y ait des textes ou des articles qui prévoient à ce que... Non, il y a des institutions qui sont créées pour cela. Et qui accompagnent les organisations. Il y a même le Conseil national de la jeunesse au Congo. C'est aller vers les institutions, pas aller vers des personnes propres. Vous parlez des financements des projets des jeunes dans le cadre, par exemple, ici au Sénégal, nous avons l'APIX, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, ces associations-là, jouent vraiment jouent un rôle en fait capital et ça se voit. Ils mènent des missions, par exemple, de promouvoir et de développer l'initiative privée. Nous pouvons voir au Sénégal, en tout cas, il y a beaucoup de petites entreprises privées qui voient le jour en fait. Enfin, je pense et c'est ces organisations-là qui aident vraiment au développement de ces entreprises. En fait, je pense que peut-être qu'on s'entend sans se comprendre, les amis, mais je pense que l'inquiétude de notre ami Renoldan se situe beaucoup plus sur le financement. Parce que comme l'exemple qu'il a pris tout à l'heure en parlant de l'Europe, il y a des organisations pour jeunes qui sont financées, il y a des bailleurs de fonds qui sont européens. Et l'inquiétude, c'est beaucoup plus dans le côté, dans l'instrumentalisation. Je pense que c'est là où se situe ton inquiétude. Après, c'est vrai, on ne va pas non plus déroger à cette réalité, on ne va pas non plus faire fi de cette réalité. C'est un fait, c'est là, on le voit, il y a beaucoup d'organisations de jeunes
qui malheureusement, ça il faut le dire, sont très instrumentalisés par certains bailleurs de fonds qu'on éviterait évidemment de pointer du doigt. Mais revenons un peu sur la portée symbolique en elle-même, en parlant de ces organisations pour jeunes. On l'a souligné, il y a très peu d'organisations pour jeunes sur le continent, et si on en trouve, malheureusement, il y a le problème de la structuration. Tu l'as encore souligné également dans ton argumentaire. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ces organisations pour jeunes puissent avoir un effet multiplicateur sur le continent, fondé sur des vraies bases, avec des vrais objectifs, avec un vrai combat, parce que tout à l'heure, en première partie, on parlait des femmes battantes, avec un vrai combat où ces jeunes vont justement se battre pour leur cause. Comment y arriver, mon cher Renold, selon toi? Moi, je pense que la meilleure manière, c'est de se mettre dans des différents groupes, je dirais, différentes associations au niveau interne. Est-ce qu'il faut mener une enquête de moralité pour chaque jeune qui désire intégrer? Non, déjà à la base, nous, la jeunesse africaine de manière générale, nous savons déjà ce que nous voulons. D'accord. Nous avons besoin d'une formation en Afrique. Nous avons besoin que dans nos pays, on puisse avoir accès à l'électricité, à l'eau, plutôt aux appuis, au développement des projets personnels. C'est tout ce que nous recherchons. Et ce qu'il faut faire pour aller dans le même sens, c'est créer un organisme régional au sein de l'Afrique. Et qui va réguler un peu toutes ces organisations. Dans chaque pays, on va créer des bureaux internes, ainsi de suite. Et cela va permettre à ce qu'on soit toujours connectés, on puisse affranchir les mêmes défis ensemble. Et cela va permettre, parce qu'on dit l'union fait la force, qu'à travers cette unité, on pourra atteindre les résultats tant attendus. Shalom. Mon cher René, dans ces organismes dont tu parles existent déjà. Mais pourquoi on a toujours ce problème, Dolette? Si elles existent, donc elles sont moins présentes, mais pourquoi? Pourquoi elles le sont? Bon, en fait, parce qu'il y a des hommes, en fait, qui sont derrière à influencer et même... Et qui détournent un peu les vrais objectifs des activités dans leur propre intérêt, en fait. Mais ces organismes sont là. Mais donc, en tout cas, ces organismes gagneraient à se bouger, j'ai envie de dire ainsi, permettez l'expression, parce qu'évidemment, on est dans une phase où on a une jeunesse qui se cherche un peu, une jeunesse qui a besoin justement d'avoir un lead pour essayer de mettre en place des activités qui vont concourir à sortir cette jeunesse-là de ce carcan dans lequel elle se trouve. Revenons, parce qu'il nous reste quelques minutes, mon cher Shalom, avant de clore cette deuxième et dernière partie d'émission. Le combat est-il possible? Je l'ai posé, je l'ai demandé à mon cher Renoldan. Quand on voit qu'aujourd'hui on a une jeunesse, tu l'as dit, qui commence un petit peu à se réveiller, une jeunesse consciente des enjeux que représente aujourd'hui cette évolution, cette émergence de notre continent, l'Afrique. Le combat, il est possible aujourd'hui à travers ces organisations pour jeunes? Oui, effectivement, le combat, il est possible, mais il faut plutôt s'accentuer sur une politique de conscientisation. D'accord. Le jeune doit être conscient de la réalité et du combat qu'il doit mener pour son propre avenir. Parce qu'il s'agit de nous aujourd'hui. Donc il faut que nous soyons conscients de cela. Et ce qu'il faut faire, c'est de trouver des moyens pour mettre en place cette politique de conscientisation et éradiquer tous ces fléaux qui sont en train qui minent la jeunesse aujourd'hui, notamment la corruption, parce que c'est ça en fait le problème. D'accord, les amis, ça allait très vite, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission Génération News. On remercie notre ami Renoldan. Je rappelle que vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir participé à Génération News. Quatrième participation, si ma mémoire est bonne. Troisième participation. Évidemment. En tout cas, tu es le bienvenu. Évidemment, dans cette émission Génération News, c'est ta maison, tu viens comme tu veux, évidemment. On remercie également notre ami Shalom, vous êtes étudiant en management de projet, première participation à Génération News. On espère évidemment vous revoir ce plateau de Midi 1. Génération News termine cette phase de remerciement avec la seule femme de ce plateau, Dolette. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir participé à Génération News. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi en ce donne. Et évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.